qui veut nous faire goûter du sac copine, s'il vous vire. Je ne m'en veux pas, bredouilla Jean-Claude, se remémorant les vapeurs d'alcool qui avaient failli lui coûter son foie. Hervé, toujours prêt à transformer une beuverie en acte héroïque de management interculturel, analysait la situation avec le sérieux d'un géopolitologue de comptoir. Tu peux voir ce couleur ami? Attends. Tu débarques comme ça, là. Tu sais pas de quoi je parle de mon job. Pour eux, avoir fait boire des clients asiatiques jusqu'à ce qu'ils signent n'importe quoi était la quintessence du commerce international. Mais le réveil était difficile. Jean-Claude vacillait. Non, mais Hervé, je suis un ver. Vas-y, donc. C'est Barjot, gémit-il, regrettant amèrement la fraternité des peuples. Chapitre 23. L'inconnu du service archives. L'euphorie japonaise retombait, la nuit reprit ses droits. Il fallait une distraction. Une victime. Le destin leur envoya un homme du service archives. Ce sous-monde poussiéreux que tout le monde ignorait. Il était là, près de la machine, souriant, naïf. Il avait commis l'erreur fatale d'inviter Jean-Claude et Hervé à dîner. Dis-nous, regarde qui est là. C'est le nouveau du service archive là. Comment il s'appelle déjà? Chuchota Hervé, incapable de mémoriser le nom d'un être humain qu'il considérait comme inférieur. Je sais plus. Ah merde, ça va le fou mal, il nous a invités à bouffer et il nous a présenté sa femme aussi, répondit Jean-Claude, paniqué à l'idée de commettre une gaffe sociale. Ils cherchèrent le prénom comme on cherche une aiguille dans une botte de foin. Dignitiri, Dignitlin, Grégory, écoute, c'est Safignon. C'est juste les lettres avant qu'il manque, proposa Hervé, inventant des sonorités barbares. L'homme s'approcha. Salut Hervé. Salut Jean-Claude. Salut, ça va toi? On n'a pas de bonne farée quand même. Revenez Digny. Pour masquer leur incompétence, ils décidèrent de lui faire une blague. Une blague de camarade, cruelle et stupide. Lui voler son permis de conduire dans sa veste laissée sur une chaise. Vas-tu, rangue, rangue. En fait, on voulait te faire une blague, te piquer ton permis de conduire et puis te le rendre après, expliqua Hervé en fouillant les poches de l'archiviste. Ils tombèrent sur le document. Le nom inscrit était Cyril Barbier. Ah, bravo, Cyril Barbier. Je crois la gueule sur la photo, ricana Jean-Claude. Est-ce que c'est de Cyril, ça, looper? L'homme revint, son sourire effacé. Je ne m'appelle pas Cyril, dit-il froidement. Pourquoi? Demanda Jean-Claude, idiot. Cyril, c'est le premier de nos cousins. On va donner son permis de conduire. Même pas capable de se souvenir d'un prénom. Je vous invite à dîner, bande de nazes. Vous êtes minables. Il partit, laissant les deux compères, avec leur méchanceté, en bandoulière. Salut machin, salut truc, lancèrent-ils dans son dos, pour avoir le dernier mot. C'est quoi? Je sais pas. Le couvert. Monsieur, madame le couvert, ont un fils, conclut Hervé, tentant de transformer l'humiliation en un jeu de mots incompréhensible. Chapitre 24. Code rouge. Pendant ce temps, Maëva traversait une crise existentielle chromatique. Elle avait décidé de changer de look pour la story, un concept flou qui semblait impliquer de s'habiller comme un signal de détresse. C'est quoi le challenge? C'est clair, il faut trouver le look au partage. Ah ouais, un look grave, analysa Fred. Ah, c'est une nouvelle rebelle. Mais pour moi, ça fait sac, jugea Jean-Claude, toujours aussi délicat. C'est un peu cacadou, corrigea une collègue, inventant un adjectif qui ne présageait rien de bon. Maëva, déprimée par ses retours, sombra. Il y a des reflets châtains ici. Fred, pragmatique, lui proposa une solution radicale pour sa crise d'hypoglycémie ou de nerfs. Thé au plus bas. Pour moi, je prends une soupe à la tomate. L'ambiance vira au règlement de compte. Tu veux bière taire ta malle, hein? Ah, ça va mieux. Ça doit être déparlé, hein? Ça va beaucoup mieux, ironisa Fred. Maëva, au bord du gouffre, avoua. T'as envie de te faire vomir? C'est sûr que si j'embrassais un mec, il perdrait ses dents. Fred tenta de détendre l'atmosphère avec une blague. Alors, pour toi, j'ai la blague, la différence entre un cunin, un gus, un chalet suisse. La chute tomba à plat. T'es black pour un doigtard des cheveux plus.
Mais alors aujourd'hui, c'est vraiment une offense, non? Commenta Hervé. T'es pas drôle. Qu'est-ce que t'as? T'as ruiné la journée de Fred. Fred a ruiné la mienne, conclut Maëva, résumant la dynamique toxique de l'étage. Chapitre 25. La confidentialité bancaire. L'apogée de l'imprudence fut atteint par Jean-Claude quelques minutes plus tard. Au téléphone avec un service client, il décida que l'open space était l'endroit idéal pour gérer ses finances, à haute voix. Allô? Oui. Mon numéro de carte bleue est de 49 73 01 33 39 51 70 28, hurla-t-il, articulant chaque chiffre comme s'il dictait les codes de lancement nucléaire. Tout l'étage se figea. Hervé sortit un stylo. Date d'expiration? Demanda-t-il, prêt à noter. Passe-moi, il est là. Non, j'y vais, continua Jean-Claude, ignorant qu'il venait d'offrir ses économies à la cantonade. Jeanne profita de la confusion pour fouiller dans les affaires de Jean-Claude. C'est ça que tu cherches, Jane? Tu trouves à la cantine. Fais attention, prévint Jean-Claude, jonglant avec le téléphone. Ah, merci, j'en profite. C'est pas grave. Jean-Claude, imperturbable, négociait maintenant son forfait téléphonique. Non, non, non. J'ai le temps, j'ai le temps. Je vais prendre le forfait 2 heures, insista-t-il, bloquant la machine à café et l'espace vital de tout le monde pour économiser 3 francs 6 sous. Chapitre 26. Le jogger imaginaire et la pension réelle. Hervé, toujours obsédé par l'idée de frauder la sécurité sociale, revint à la charge avec l'histoire du poignet foulé de Jean-Claude. Il fallait transformer ce petit bobo en mine d'or. Comment ça s'est passé, cette histoire? Demanda Hervé. Bah, écoute, je suis allé chercher ma baguette. Peinard, c'est mon scooter. Je coupe à travers le bois. Et là, je vois un jogger qui arrive en face de moi. Droite, gauche, gauche, droite. Et une face, raconta Jean-Claude, mimant un accident spectaculaire. Hervé s'enquit de l'état du jogger, qui n'existait probablement pas. Oh, mais il a dû dérouiller le jogger. Ah, bah ok, ça. Il a eu la totale. Fracture du crâne, fracture de la mâchoire, fracture du nez, énuméra Jean-Claude avec une satisfaction morbide. Hervé vit l'opportunité. Fracture ding. Parce qu'il dit radio. Il dit fracture. Il dit fracture. Dit. Arrêt de travail, voire pension d'invalidité, expliqua-t-il, les yeux brillants de cupidité. Mais non, comment prouver que j'ai une fracture? Parce que j'en ai pas, avoua Jean-Claude. C'est là que le génie maléfique d'Hervé se révéla. Eh ben, ça peut s'arranger, ça. Tu te déboîtes l'épaule contre là. Proposa-t-il, désignant le coin en métal de la machine à café. T'as n'importe quoi. Une pension d'invalidité. Moi? Écoute, tu fais comme tu veux, mais moi, je t'ai dit qu'une pension d'invalidité, ça peut chiffrer, surtout si c'est à vie. Tu m'entends? T'es en pleine forme. Tu peux tirer jusqu'à 80 piges. Jean-Claude hésita. Se briser les os pour de l'argent? C'était tentant. Bon, pousse-toi, allez. Comme ça. Non, je peux pas. C'est contre nature de se faire du mal. Bon, aide-moi, finit-il par céder. Hervé s'approcha, prêt à commettre l'irréparable. Crayon, pégage, c'est un cas de couleur, j'y tiens. Ça va faire un peu mal, prévint Hervé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai pas entendu craquer, on va et ça, paniqua Jean-Claude au dernier moment. Ils restèrent là, ralletant, ridicules, l'épaule intacte, mais la dignité fracturée en 1000 morceaux. Épilogue, la fin de l'open space. La nuit tombait sur la zone industrielle. Les néons grésillaient une dernière fois avant de laisser place à l'obscurité et aux agents d'entretien. Jean-Claude et Hervé, les survivants de cette jungle de moquettes et de faux plafonds, finissaient leurs gobelets. Ils avaient tout traversé. Les bombes au cacao, les grèves surprises le dimanche, les mensonges gastronomiques, les fausses identités, les souris empoisonnées et les rêves de gloire avortés. Ils étaient médiocres, lâches, mesquins et pourtant
inséparables. On est bien,